Salut tout le monde, c'est Animus et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Real de Kuzowara. C'est compliqué à dire. Tu veux jouer à ça, Kiyoshi? On va voir. Donc je disais, un film de Kiyoshi Kurosawa avec Takeru Sato, Joe... Je sais pas moi lire. Donc un film de Kurosawa avec les sieurs Sato, Ayase et Oda Giri. J'ai réussi. Au niveau des noms, tous japonais, voilà, qui sont très compliqués à retenir quand on a une mémoire de merde. Je vais pouvoir passer donc à la critique du film en soi. Donc déjà, je l'ai pas vu dans les meilleures conditions de tournage du monde. Faut savoir que j'étais fatigué, que la salle s'est marrée ou a discuté pendant l'intégralité du film, ce qui est l'avantage des sorties scolaires. Et c'est donc raconte l'histoire de Koichi et Hatsumi, qui sont un couple vivant à Tokyo, et ils vivent d'abord heureux pendant 30 secondes du film. D'ailleurs, le début du film est filmé de manière assez étrange. J'y reviendrai plus tard. Donc ils sont heureux, le temps passe, et Hatsumi se retrouve dans le coma. Donc après un an dans le coma, enfin elle a tenté de se suicider. Mais on ne sait pas pourquoi. Un an après, Koichi, donc son petit ami, va tenter de comprendre pourquoi elle s'est suicidée en entrant en contact avec son esprit par le biais d'une machine. Je ne sais plus si elle a un nom, si la technologie a un nom particulier. Donc une machine, une sorte de cercle autour du cerveau qui permet de mettre les esprits en contact. Voilà, comme ça. Et donc à partir de là, il va aller la voir plusieurs fois pour discuter avec elle, etc. Puis, vers le milieu du film, oui, il y a un rebondissement prévisible quand même. Durandal l'avait qualifié de cliché. J'irai pas jusque-là. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas vu assez de films où ça se passe comme ça pour pouvoir dire que c'est cliché. Mais c'est vrai qu'il y a quelques codes qui le laissent prévoir. Je sais pas si cette phrase était française. Donc un retournement que je ne vous spoilerai pas. Et donc à partir de là, ça part un peu en couille. J'y reviendrai plus tard, évidemment. Ce que je veux dire pour l'instant, c'est parler de la première partie du film, qui est très psychologique, qui est aussi en partie une enquête, vu que Koichi va essayer de comprendre Hatsumi, qui ne s'exprime jamais clairement. Oui, c'est pas par énigme, mais on a l'impression qu'elle veut pas prendre le truc au sérieux. Quand il lui dit qu'elle est dans le coma, soit elle le savait déjà, enfin je sais pas trop, mais ça a pas l'air de la surprendre, et pourtant elle avait pas l'air d'être au courant auparavant. Donc c'est un peu bizarre. Et donc il va commencer à essayer de discuter avec elle, de comprendre, puis il va enquêter donc dans les lieux où a vécu Hatsumi, donc voir sa famille, son père, et il va avoir un moment dans le film. Puis il commence à avoir des hallucinations qui sont des effets secondaires que provoque la machine. Et c'est vraiment à partir de là que ça commence à partir en vrille. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose à la fin du film. J'hésite quand même à le spoiler. Non, je ne vais pas spoiler. Il y a quelque chose donc à la fin du film qui est complètement débile. Ça arrive d'un coup en plus. C'est très japonais. Hein. C'est tout ce qui est symbolique. Et ça arrive comme ça d'un coup. J'étais avec un pote dans la salle. Il s'est endormi 5 minutes. Et en 5 minutes, le truc est arrivé. On le voyait vraiment pas venir. Et ça a pas demandé quoi. Donc ça c'est assez étrange en soi. Il faut vraiment être adapté à la culture japonaise
pas forcément japonaise, mais la culture what the fuck, parce que c'est vraiment un truc étrange. Il y a plein de petites choses comme ça qui auraient pu être enlevées. Avec tous les gens avec qui j'ai parlé du film, ils m'ont dit la deuxième partie, elle n'était pas nécessaire. Alors si elle était nécessaire, selon moi, mais elle aurait pu être faite autrement. Ce que j'entends par là, c'est que déjà c'est beaucoup trop long, 2h07. 1h30 ça aurait été assez. 1h30 est largement assez. Donc cette chose qui à la fin, ils auraient pu le faire autrement. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un délire du réalisateur de mettre ça en plein milieu de son film. Ça n'a pas trop sa place. Par contre, dans la deuxième partie du film, c'est compliqué de dire sans spoiler parce que on a vraiment l'impression de voir deux films. Deux films qui se suivent, hein. C'est comme si on avait le premier volet et un deuxième volet. Mais ouais, il y a vraiment une cassure à un moment du film, juste après le retournement, où l'enquête se dirige vers autre chose. Toutes les questions qu'on se posait, il n'y a pas de réponse, vu que ça... Je peux pas le dire, mais c'est une analyse compliquée. Hein. Je me lance dans quelque chose de très compliqué. Vu que je ne peux pas du tout spoiler et que l'intérêt du film est basé sur justement ce retournement. Et donc, je me suis perdu. Merci montage. Donc oui, toutes les questions qu'on se posait n'ont pas de réponse. Donc, après ce retournement, vu que tout est inversé. Et donc, ça crée ce sentiment donc, de double film. Et il y a vraiment un passage du film avec lequel je peux pas, à la fin, qui est ultra niais. Il a rien à faire dans le film en plus. C'est compliqué. Je crois que je vais mettre des spoilers. Donc, je vais mettre des spoilers. Donc, zone spoiler. Avancez de 30 secondes dans la vidéo. Je vous mettrai un truc juste ici. Quelque part par là. Pour passer la zone spoiler. Donc, attention, zone spoiler. À la fin du film, il y a une première fois où donc Koichi va mourir. Oui, parce qu'en fait, le retournement, c'est que ce n'était pas Hatsumi, mais Koichi qui était dans le coma. Donc le mec. Et c'était lui le dessinateur de manga, etc. Et donc, il va être sur le point de mourir. Il meurt. Et là, Hatsumi dit non, tentez quelque chose. Même s'il est mort, son cœur s'est arrêté, son cerveau marche plus. Je vais quand même le rejoindre et tenter de le ramener. Et ça marche. Je vois pas comment on peut décider de mettre un truc aussi niais. Comme ça, c'est... Il est mort, il est mort. En plus, c'est suivi de scènes où il y a la psychologue qui est toute heureuse, qui fait son regard... Waouh, c'est beau l'amour. Avec du vent qui vient de... sûrement des machines, mais qui était jamais présent avant. Personnellement, ça m'a ça m'a beaucoup gêné. Parce que la plupart des gens qui n'ont pas aimé la fin, n'ont pas aimé le Plesiosaur, une sorte de kaiju, qui est en fait un dinosaure, donc pas du tout un kaiju. Beaucoup disent, ouais, non, ça allait pas. Mais c'est pas grave, ça peut passer. Alors que cette fin ultra niaise, je peux pas la blairer. Donc voilà, c'était mon principal coup de gueule du film. Il y en a un autre. Déjà, fin zone spoiler. Il y en a un autre, c'est... il y a une scène où Koichi roule donc sur la route. Parce que sinon c'est un délinquant. Et c'est un fond vert dégueulasse. Mais c'est fait exprès. Le problème que ce soit fait exprès, c'est que ça aurait pu être fait autrement. Déjà, ça a déclenché les rires dans la salle. La salle qui riait un peu pour rien aussi en même temps. Mais ça les a fait rire, j'ai ri moi aussi sur le coup. Et ouais, c'est pour créer un décalage, pour montrer que en fait c'est lui
la zone spoiler n'est pas finie. Donc c'est pour créer un décalage, montrer que c'est lui en fait depuis le début qui était dans le coma. Mais je sais pas, vu qu'il est mangaka par exemple, ils auraient pu dessiner la route, dessiner voilà la route en version manga, noir et blanc. La façon dont je l'ai dit, on dirait que j'aime pas les mangas, c'est faux, j'en ai beaucoup. Donc ils auraient pu donc dessiner la route, mais ils ont préféré mettre un fond vert moche. Moi j'ai pas aimé. Franchement, c'est un des trucs qui m'a gêné sur le film. Mais sinon, tout le reste du visuel du film est vachement sympa. Je pense par exemple tout ce qui se passe sur l'île. Tous les paysages, le décor sont assez sympas, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est japonais, donc c'est très très symbolique. Chaque plan, ou presque, est symbolique. Tout est vraiment réfléchi, je pense, dans le visuel. Par exemple, ce qu'ils appellent le zombie philosophique. Par contre, le nom, l'idée, autant j'adore, autant le nom, je peux pas blairer. Zombie philosophique. Pourquoi philosophique? Leur rôle, c'est d'être simplement des décors. Ils ont une petite importance, mais pas trop, c'est pour ça que je ne me mets plus dans la zone spoiler. C'est-à-dire que ce sont des décors, c'est comme les gens que vous croisez dans la rue, à qui vous parlez pas, sur qui vous vous attardez pas, ils sont là, mais vous faites pas gaffe. Enfin, c'est pas exactement ça, vu que ça fait peur au personnage un peu au début, mais je comprends pas pourquoi philosophique. Bref, encore un coup de gueule pour rien, mais ils sont assez bien faits dans le sens où on dirait des personnages de synthèse, mais ça doit être des personnages de synthèse, je sais pas comment ça a été fait exactement. Mais comme disait Durandal, malheureusement je peux pas le dire autrement, on dirait qu'ils sont sortis d'un jeu vidéo. Ils ont les yeux vides, ils regardent rien, etc. Ils marchent comme des zombies, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est un truc assez bien fait, assez symbolique encore. Donc tout ça c'est assez sympa. Peut-être que je revienne un peu donc sur le scénario, l'histoire. Donc déjà, il y a la première partie. Je vais encore revenir sur ce point de vue de première et deuxième partie. Voire même troisième partie en fait. Mais bon, on va surtout dire deux parties. Donc la première partie qui est uniquement philosophique. Non, je retire ce que j'ai dit. Pas uniquement philosophique, c'est tout un point de vue aussi différencier le réel et le virtuel. Donc une question qui est traitée assez souvent. C'est pas mal fait. Mais personnellement, par rapport à des films que j'ai déjà vus, ça n'apporte rien. Des films et des courts-métrages. Ça n'apporte rien, c'est des questions qui ont déjà été étudiées de la même manière. C'est pas mal fait, mais ça m'a pas marqué tant que ça. Et donc il y a une histoire d'amour, une petite histoire d'amour. Au début, elle n'est pas très profonde. Ouais. Une histoire d'amour. Je sais pas comment la qualifier parce qu'elle n'est vraiment pas développée. Enfin, encore une fois, c'est compliqué à traiter parce que déjà la culture japonaise est vraiment différente des cultures européennes et américaines. Je dirais pas occidental et oriental parce que l'Australie c'est complètement une culture américaine, mais c'est du côté oriental si on y réfléchit. Et j'ai peur d'avoir dit une connerie. Donc c'est pas pareil. Il s'affiche beaucoup moins. Quand on voit ce qu'on fait par chez nous, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus spécial, contrairement aux stéréotypes qu'on pourrait imaginer. Les caricatures qu'on a du Japon. Merci Antoine Daniel. Et donc c'est beaucoup plus caché. Il n'y a pas grand chose en fait dans l'histoire d'amour. On voit qu'ils sont amoureux. On voit qu'il est prêt à se faire un peu de mal pour elle. Kyoshi il peut faire du mal pour Hatsumi parce que sérieusement, après ce qu'il a vu dans ses premiers voyages, moi j'y serais pas retourné. Ça m'a un peu fait flipper. Surtout que je déteste les films d'horreur. Et Kurosawa est un spécialiste de films d'horreur. Donc
Donc c'était pas trop pour me plaire à la base, même si son film est quand même... C'est pas un film d'horreur, on n'essaie pas de te faire peur. Mais l'ambiance est quand même glauque. Et donc... oui, donc c'est tout pour la première partie. Il y a un traitement aussi philosophique, donc sur toute la conscience. Mais ça, c'est difficile à exprimer. Et franchement, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de le regarder. Si vous l'avez vu, vous comprenez de quoi je parle. Oui, aussi dans la première partie, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est Katsumi dessine des mangas. Un manga qui s'appelle Rumi. Et donc, la première fois que Kyoshi va la voir, il discute normalement au début, puis elle recommence à dessiner, parce qu'apparemment, elle croit être en retard. Elle se stresse tout le temps d'être en retard. Est-ce que ça va plaire aux fans? Est-ce que je vais le sortir à temps? Est-ce que je vais respecter mes horaires, etc. Et en plus, c'est un manga assez noir, donc je me suis demandé, j'ai pas vérifié, mais je me suis demandé si c'était pas un petit peu autobiographique de la part de Kurosawa. Mais c'est qu'une théorie bullshit, hein, j'ai aucune preuve. Je pense que ça peut être quelque chose, c'est assez intéressant, donc là c'est une mangaka, mais ça pourrait marcher avec n'importe quel artiste. Encore une fois, ce fait d'avoir peur de décevoir les fans, de se répéter et de pas être dans les temps. Ça l'omnibule. Ce verbe n'est plus utilisé depuis très longtemps. Mais bref, ça lui reste en tête tout le temps. Et ça, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Ensuite, la deuxième partie. Quelle transition de fou! Dans la deuxième partie, comment l'aborder? Déjà, j'hésite, est-ce que je mets une troisième partie ou pas? Non, parce qu'en plus, il faut que j'évite de spoiler, donc voilà. Donc dans la deuxième partie, il y a ce retournement. Donc, va y avoir toute une histoire avec les regrets de la personne qui dessine les mangas. Ceux qui ont vu le film m'auront compris. Mais ouais, donc il va y avoir toute une histoire avec la personne qui dessine les mangas, qui a des remords. Et en fait, son manga, tout ce qu'il a fait toute sa vie, en fait, pourquoi il? Bref, tout ce que cette dessinatrice, c'est compliqué d'éviter. Bon, re-zone spoiler, je pense que je vais mettre spoiler sur la vidéo directement. Je sais même pas si je fais la zone spoiler, mais c'est vraiment compliqué. Donc en fait, le dessinateur de manga, toute sa vie a été orienté autour de ce truc qu'il a tout le temps regretté. Tout son manga Rumi, sa passion pour la mort, tous les scènes où on voit l'eau, etc. Même quand il a deux doigts de mourir, il s'en va dans l'eau. C'est parce qu'il a vu un de ses rivales, de l'île. C'était une simple dispute, il s'aimait pas trop, mais il l'a vu se noyer et il l'a pas aidé. Il pouvait rien faire en fait, il était pas trop au courant, mais il s'en est toujours voulu. Et aussi un peu de l'avoir oublié, même s'il l'a pas vraiment oublié. Et donc Hatsumi et Koichi, j'ai envie de l'appeler Kyochi, je sais pas pourquoi, en mettent la faute sur le plésiosaure, donc un dinosaure des mers, ce qui est tout à fait enfantin, et donc c'est cette image qui va rester, et ça explique que ce plésiosaure à la fin, en fait c'est juste une image qui revient le hanter, et que ça le... Je vais me répéter, mais ça le hante à un tel point que ça en devient dangereux. Mais est-ce que c'était la peine de mettre un kaiju pour illustrer ça? Je ne sais pas. Puis enfin, il pense être en paix avec Moiro, quelque chose comme ça, qui est d'ailleurs un anagramme de Rumi, hein, encore une fois. Et donc il s'en va sur le bateau pour le Styx, hein, c'est le cas de le dire, littéralement. Et voilà, ils s'en vont donc comme ça, et c'est à ce moment qu'il y a cette scène où Hatsumi essaie de le sauver alors qu'il est mort. Donc cet homme est Jésus. Et voilà, c'est toute la question des regrets. Comment on peut vivre avec le regret, comment est-ce qu'on peut se le pardonner. Ça, c'est pas mal traité, franchement.
j'ai bien aimé. Même si le Plesiosaur, le kaiju là, c'était un peu gros. Il était pas mal fait, hein. Mais c'était juste pour mettre un peu d'action dans le film, je pense. Je sais pas, ça doit être un délire. Ça passe moyen quand même, faut avouer. Mais l'ensemble du film reste bon. J'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble. Tout ce que je pensais de ce film a été dit, je pense. Visuellement, j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'écriture, du scénario, quelques petites fautes, quelques petites choses qui auraient pu être améliorées, ça reste bon. Et je vais justement te parler, pour conclure, des notes qu'il a obtenues sur Allociné. C'est quelque chose que je ferai, je pense, à toutes mes vidéos, pas forcément sur Allociné, mais sur les différents sites. Il a obtenu 3 sur 5 par les spectateurs et 3,6 par les critiques. Alors pourquoi est-ce que les critiques le notent mieux que les spectateurs? Je pense que c'est parce que les spectateurs sont habitués à des trucs américains, français à la limite, tout ce qui est très occidental. Et le japonais, bah, ça leur fait bizarre. C'est une autre culture, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que le film peut pas toujours être bien vu quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Personnellement, c'était pas mon cas, je savais à quoi m'attendre, donc j'ai apprécié. Et si je devais le noter sur 5, j'aurais mis 4. 4. Oui. J'avais prévu la note il y a longtemps. Ça peut sembler beaucoup. Ça fait 16 sur 20. Oui, je suis très fort en maths. Mais franchement, j'ai pas tant de choses à lui reprocher. Même si c'est ce que j'ai fait pendant la plus grande partie de la vidéo. Quand j'ai regardé sur le coup, à part le Plesiosaur et la scène, donc je vous ai dit, avec le fond vert pourru qui aurait dû être dessiné, à part ça, sur le coup, j'ai aucun reproche vraiment à faire. Du coup, pour moi, c'est la note qu'il mérite. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment un bon film, je vous le conseille. Il est sorti il y a 1 an et demi. Il est sorti au Japon le 1er avril 2013. J'ai pas la date française. En plus, je l'ai vu en VOSTFR. Donc ça aide pas. Mais voilà, si vous pouvez le retrouver, s'il y a une salle qui le rediffuse, l'acheter ou tout autre moyen qui ne me regarde pas. Je vous le conseille franchement, c'est un très bon film. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de... Voilà, je reviens en fin de vidéo. Je squatte ma propre vidéo. Je suis le caméo de ma vidéo. Pas pour parler du film en plus. Mais pour vous parler de ma chaîne. Alors déjà, j'ai peut-être fait une erreur. C'est que j'ai critiqué un film que Durandal a déjà critiqué. Pourquoi c'est une erreur? Parce que j'ai forcément dit quelques petites choses qu'il a déjà dit lui aussi, même si j'ai essayé de parler un peu d'autres choses, de le dire de manière différente. Déjà, le principe de ma chaîne sera à peu près le même que Durandal, c'est-à-dire que je vais venir, je vais dire ce que j'ai pensé d'un film, quelques jours ou quelques semaines après l'avoir vu. Je ne vais pas trop écrire avant, même si j'aurai quelques petites idées de ce que je vais dire. Et voilà. Donc, c'est un risque à prendre. On va dire que j'ai plagié, sûrement, ça je m'y attends. Peut-être qu'on critiquera mon avis, ma façon d'analyser, mais je découvre le cinéma. Je m'y suis mis depuis 1 an et demi. Ça n'a rien à voir avec la sortie de Riol, mais j'ai pas encore le vocabulaire, les connaissances. J'ai vu 200-250 films maximum, c'est rien du tout. Mais je commence à peut-être m'y connaître un peu, j'ai l'impression de m'y connaître un peu. Et donc je propose mon avis de façon simple, parce que j'ai toujours trouvé que les critiques du Fossoyeur, du Durandal, de Voxmaker, j'en ai vu quelques-unes, je peux pas dire plus. Ouais, c'est sur la chaîne Voxmaker. Elles sont bien, mais pour quelqu'un qui va voir le cinéma pour se détendre, c'est compliqué quand même. Parce que, ouais, il y a du vocabulaire, on parle de technique d'écriture. Déjà, il y a des personnes qui savent même pas vraiment ce qu'est le scénario. Je pense à moi il y a encore quelques années, avant que je m'intéresse beaucoup au cinéma. Et maintenant, les scénarios, c'est ma passion. Mais voilà, j'essaie de le faire plus simplement,
pour tout le monde et j'espère que ça pourra plaire. J'ai pas particulièrement cherché à faire rire dans celui-ci, mais peut-être que dans de prochains épisodes, j'essaierai de les faire plus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos et de ne pas me juger trop sévèrement. Encore une fois, salut tout le monde et merci d'avoir regardé. Je me suis pris pour Squeezie.